Vous êtes Sagittaire, vous savez que la flèche tournée vers les cieux. Il y a une ambition altruiste, il y a un idéal, une idéologie derrière vos expéditions, de servir le monde et en même temps de rêver et de faire rêver. Ça commence par moi-même d'abord. Le pôle intérieur. Et ça, c'est un livre, il faut le lire. Hein. Le pôle intérieur, vous en avez écrit une quinzaine de toutes vos expéditions. Oui, le pôle intérieur, c'est très autobiographique. Ouais. Ouais. S'il y en a un à lire d'abord, après vous lirez les autres. Le pôle intérieur. Oui, d'abord, la démarche, elle est personnelle, si vous voulez. Et il est évident que les récits que j'ai pu en faire, surtout, ça fait longtemps que j'ai fait ces expéditions. Et donc, un voyage solitaire au pôle Nord qui dure 63 jours, c'est forcément une retraite, une vraie retraite. Et donc, ce qu'on apprend à maîtriser d'abord, c'est soi-même, parce que c'est un projet qui se construit ici, dans la société, je veux dire. Vous comprenez que je n'ai pas été seul au pôle Nord pour être seul. On n'a pas besoin d'aller si loin. J'ai fait ça pour être le seul. Il y a une démarche personnelle forte. On n'est pas tout seul, mais pour être le seul. C'est joli, ça. Ouais. Vous voyez ? Donc, j'avais été au Cap Horn, j'ai fait la course autour du monde, j'étais à l'Himalaya, l'Everest. Enfin, et donc, je voulais faire mon histoire. C'était mon Cap Horn, mon Everest, si vous voulez. Donc il y avait une ambition dans ce parcours qui était complexe. Et d'abord, la partie la plus difficile au début, c'est de se déshabituer du monde. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler les faux mobiles. Vous avez le rêve, et vous le construisez, ce rêve, par rapport à une ambition pour votre vie. Et tout d'un coup, il n'y a plus personne là pour vous aider, pour vous épauler, il n'y a rien. Vous êtes confronté tout d'un coup, l'avion me pose, un petit avion sur ski me pose au nord du Canada, il fait moins 48, et avec un peu de vent, l'avion ne coupe pas le moteur, il descend mon traîneau, il me descend, puis le pilote c'est un petit avion, Twin, il me fait signe comme ça, je lui réponds ok, comme ça je lui dis un truc, je suis perdu, je dis où est le nord, il me dit là. Dans le coin là. Et ça démarre. Et donc vous êtes immergé tout d'un coup dans une solitude profonde et donc qui fait moins 47. Vous ne pouvez pas rester là, vous dire, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais monter là. Non, soit vous entrez tout de suite dans l'action, soit vous montez la tente, le sac de couchage et vous allez vous mettre à l'abri. C'est une question de survie, de toute façon. Survie, tout à fait. De toute façon. Et donc, les premières semaines, on est confronté avec son incapacité à réussir, parce que c'est extrêmement difficile. C'est pas technique, mais on tire un traîneau, 90 kg, on a des barrières de glace traversées. Le froid, la nuit, pas la journée, parce que quand on marche, on n'a pas froid, mais la nuit, etc. Et donc la tentation de l'abandon est là, elle vous guette sans arrêt, et on cherche des bonnes raisons. Il y a une phrase de Christian Bobin, qui est un poète français qui habite au Creusot. Je dis ça parce que c'est un type qui vit dans des conditions extrêmement rudimentaires et qui est un grand poète, et qui dit quelque chose qui m'amène du confort. De temps en temps, il y a pour chacun d'entre nous, dans le ciel, une étoile suffisamment éloignée pour que nos erreurs ne l'atteignent jamais. Vous voyez, ça, c'est de la belle philosophie, ça. Tout d'un coup, de se dire, et donc j'y vais de temps en temps, vous voyez. Quand vous avez eu l'impression d'avoir été, je ne sais pas, malhonnête, pas sympa, ingrat, vous voyez, on se fait des reproches. On prend de la distance, en fait. Quoi. Et oui, un truc que vous n'êtes pas fier de vous, ça vous empêche de dormir un peu. Et donc je vais sur cette étoile-là, elle ignore tous nos travers. Je trouve ça formidable. C'est beau, Jean-Louis Etienne, merveilleuse philosophie de vie. Alors on va accueillir une deuxième invitée qui va venir nous rejoindre tout de suite, c'est Nadia Guini. Sous vos applaudissements, comme disait un célèbre présentateur. Bonjour Nadia. Bonjour. Merci d'être dans Destin Croisé, Jean-Louis Etienne. Bonjour Nadia. Très contente de vous... Puis vous êtes médecin, donc son histoire va aussi vous concerner. Ouais. Alors, Nadia Guini, ça fait longtemps qu'on veut l'inviter dans Destin Croisé, très occupée, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Pépin et les pépites. Le Pépin, c'est un burn-out professionnel sous la forme d'une maladie orpheline. Oui. Et les pépites, c'est qu'elle a su transformer ce pépin en pépite de vie, à sublimer la vie après une grande enquête dont vous allez nous parler, pour finalement arriver à se guérir quand même de cette maladie, à vivre avec
Et maintenant, vous transmettez tout ce savoir. Alors racontez-nous cette histoire. Alors pas en 1 heure, parce qu'on pourrait y penser des heures et des heures, mais en fait c'est autobiographique raconté comme un roman. Et Phil Garcin qui va venir nous rejoindre, c'est un roman et en fait c'est sa vie. Donc vous voyez, il y a un rapport entre les deux. Puis en tant que médecin, ça va vous intéresser, vous allez voir. Alors, on n'est pas à la consultation. Non, absolument pas. Non. Vas-y, on va prendre le pouls, tout ça. Alors, ça commence à quelle année ça? Alors, en quelle année vous craquez? Il y a 10 ans. C'était en 2007. D'accord. Et ça me paraît pourtant hier. Il s'est passé pourtant tellement de choses entre-temps. Je suis directrice de la communication et j'ai une vie trépidante, un peu trop. Et je suis en train de vivre quelque chose sur lequel je ne mets absolument pas ce mot, parce qu'on en parlait à très peu à l'époque, qui était un burn-out. Et en fait, un burn-out, Dépression, quoi. Alors, pas du tout, parce qu'une dépression, c'est une énergie du moins, c'est un ralentissement de la motivation de l'appareil locomoteur, alors qu'un burn-out, c'est une énergie du trop. C'est une explosion en plein vol. C'est du surengagement dans sa vie professionnelle. Avec une difficulté à mettre des limites au bon endroit, donc on les repousse toujours un peu plus, et à un moment donné, parce que le corps a atteint ses limites, il dit stop. Et à ce moment-là, pour moi, ça prend la forme d'une maladie neurologique orpheline. Une maladie orpheline, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment le guérir. Donc, la médecine vous dit, vous n'en guérirez pas. Et il se trouve que c'est une maladie assez invalidante et que vous avez entre-temps, des symptômes, le cou bloqué, vous avez la la tête penchée. En gros, je suis comme ça, avec un peu comme du Parkinson. Qui est déclenché par le burn-out? Qui est déclenché par le burn-out. Parce qu'on a tous des zones de fragilité et c'est pas n'importe quel endroit dans le corps qui va se manifester à ce moment-là. Je l'ai compris à ce moment-là. Et je cherche pour comprendre aussi d'où ça vient. Donc, on fait des investigations médicales et à l'occasion d'une IRM cérébrale, on se rend compte que j'ai une malformation cérébrale, que j'ai déjà fait un premier AVC et pendant la première année de mon burn-out, où on contrôle, avec 2 IRM à 12 mois d'intervalle, on se rend compte que je fais un 2e AVC sans séquelles et sans symptômes pires que ce que je n'avais déjà. Donc en fait, je suis passée un peu sans m'en rendre compte. Et puis, je finis par devenir travailleur handicapé, donc avec ma reconnaissance administrative de travailleur handicapé. Le problème quand on invite quelqu'un pour un roman, c'est qu'une fois que vous avez raconté le pitch, vous n'avez pas raconté l'histoire, il n'y a plus rien. Mais là, comme il y a une part de vécu, c'est ce vécu-là que vous allez nous raconter. Alors le pitch, je le raconte rapidement. Lisez ce livre, il n'y a que de l'émotion. Moi, je l'ai commencé, vous m'appelez sur le coup des 14 heures, vous me l'envoyez en numérique. Bon, je commence à le regarder et 4 heures après, j'avais fini de le lire parce que je ne l'ai pas lâché. Je vous ai appelé à 19 h en disant « Bon, je l'ai lu ». Il m'a dit « Comment vous l'avez lu? C'est pas possible ». Et voilà, je dis « Il faut absolument partager ça avec les téléspectateurs d'INRES et de Destin Croisé ». Alors Edgar, c'est le nom de l'aigle d'un enfant qui s'appelle Nathan. Cet aigle est offert par son père qui voyage beaucoup, il veut se faire un peu pardonner, donc il offre l'aigle. Il l'emprisonne, l'aigle s'échappe et en s'échappant, il blesse Nathan qui tombe dans le coma. Et alors, la suite, vous la lirez, mais dans les allers-retours de ce coma, il rêve, et ces rêves racontés dans ce roman, ce sont vos expériences avec l'ayahuasca. Donc là, on est proche du chamanisme. Et donc la part de vrai et de fiction est tout à fait passionnante. Donc tout ce qui est écrit, tout ce qu'il rêve, vous l'avez vécu. Totalement. Racontez-nous ça. Totalement. Ben oui, totalement. Alors après, on appelle ça rêve. Moi, j'appelle ça un voyage intérieur, en fait. Et effectivement, c'est toute l'expérience que j'ai vécue, moi, tant avec les Amérindiens, quand je suis parti avec eux, et que je me suis isolé sur une montagne faire ce qu'on appelle une quête de vision, et qui m'a amené à rencontrer des espaces de moi-même un peu particuliers. Et puis après, toute cette partie aussi où je suis parti en Amazonie, j'ai pris cette ayahuasca, cette fameuse plante qui est décriée, mais qui, quand elle est prise dans de belles conditions, dans un bel environnement, nous permet d'aller toucher à quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Alors après, je ne dis pas que c'est une vérité, je dis que c'est quelque chose d'assez incroyable que d'aller toucher tout ça, et puis de voir, de sentir que d'un seul coup, on est en contact avec... Alors certains appelleront ça leur petite voix, d'autres appellent ça leur âme. Après, chacun trouve une terminologie qui lui correspond. Moi, je sais que c'est simplement une expérience fabuleuse et que j'ai voulu raconter au travers d'un roman parce que c'était la façon la plus facile, l'accès le plus simple en fait.